La blockchain de l'Ethereum est actuellement au cœur de beaucoup de nouvelles à travers le monde. Son changement de consensus, dont la finalité est prévue à la fin de cette année, y est pour beaucoup. Rappelons qu'initialement, la blockchain de l'Ethereum a été montée sur un consensus de Proof of Work, comme discuté dans la précédente vidéo sur le sujet « La blockchain, où en sommes-nous vraiment ?» partie 1. Mais dès la fin de cette année, le Proof of Work sera complètement remplacé par le Proof of Stake, un consensus que nous allons explorer dans les moindres détails dans cette vidéo. Le Proof of Stake est, comme son nom francophone l'indique, un consensus par preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu est un mécanisme qui met en évidence les avoirs d'une entité ou d'une personne en jeton principal de la blockchain. Plus l'entité ou l'individu aura de jetons stackés dans son portefeuille ou dans un contrat intelligent, tout dépend de quelle blockchain on parle en particulier, plus il aura la chance de se voir attribuer la possibilité de traiter le prochain bloc et ainsi empocher le reward du bloc et tous les frais qui se rapportent au traitement des transactions contenues dans le bloc de transaction. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir traiter un bloc de transaction et ce n'est pas non plus tout le monde qui peut s'embarrasser de calculateurs ou de serveurs pour traiter les 10 blocs. Pour que les gens comprennent bien, il faut tout d'abord parler des validateurs ou bakers, qui sont entre autres des regroupements de simples personnes au sein d'un même groupe pour pouvoir traiter ensemble un bloc de transaction et ainsi se partager les rétributions. Pour bien comprendre, nous pourrions faire l'analogie suivante. C'est comme si vous aviez un compte épargne dans lequel vous aviez un peu ou beaucoup d'argent et que cet argent fructifie avec les intérêts. Donc, le propriétaire du compte est un détenteur de crypto et le validateur ou baker est la banque qui, elle, s'organise avec l'argent pour la faire fructifier. Par contre, dans le monde de la blockchain, par preuve d'enjeu, les droits sur les fonds sont gérés par des contrats intelligents, ce qui sécurise le détenteur et lui assure qu'il ne pourra jamais perdre son capital de départ, ce qui n'est pas complètement vrai dans le monde de la banque traditionnelle. Dans la preuve d'enjeu, ce n'est pas le fait de placer votre argent dans des actions ou de prêter l'argent à d'autres individus qui font que l'intérêt se cumule, mais simplement le fait d'en avoir. Dans la notion de preuve d'enjeu, vous ne donnez ou prêtez pas votre argent au validateur, vous faites simplement lui céder vos droits de vote et vos droits d'enjeu. Pourquoi tu parles de droits de vote? Dans le monde de la blockchain, par preuve d'enjeu, tout un monde de démocratie s'installe, car chaque individu qui détient des jetons, c'est comme un individu qui détient des actions votantes dans une entreprise. Il peut voter et ses votes sont comptabilisés à hauteur de ses prétentions sur le titre. Eh bien, dans le monde de la blockchain, c'est quasi pareil. En fait, en plus de choisir un validateur ou un baker qui sera chargé de faire fructifier votre argent, comme si vous choisiriez une banque, vous choisissez aussi un validateur pour qu'il exerce un droit de vote sur toute la communauté en votre nom. C'est comme si vous éliriez par le fait même un député régional ou une entité qui aura la tâche de voter au mieux de vos intérêts. Mais pourquoi les gens ne gardent pas leur vote pour voter eux-mêmes?
Tout simplement parce que ce n'est pas tous les individus qui possèdent de la crypto qui seront capables de comprendre les enjeux d'un choix technologique sur une blockchain. Donc, dans le monde des blockchains par preuve d'enjeu, les simples possesseurs de jetons laissent le soin à leur candidat préféré de choisir les avancées technologiques qu'il prônera. Et qu'arrive-t-il si vous n'êtes plus d'accord avec l'orientation que prend un validateur? Eh bien, dans la plupart des blockchains sous preuve d'enjeu, vous pouvez quitter les validateurs sur le champ et en choisir un autre dès que vous en ressentez le besoin. Mais avant de vous inscrire dans un validateur, assurez-vous de la réglementation sur la blockchain concernée, car certaines blockchains gèlera vos avoirs 21 jours avant de vous redonner le droit de les déplacer. D'autres vous laisseront partir comme bon vous semble, mais vous commencerez qu'à faire des intérêts qu'au bout de 21 jours. Personne. Mais pourquoi cette limitation? Qui fait l'argent pendant ce temps? C'est simplement des mécanismes de défense pour empêcher les détenteurs de changer de validateur trop souvent, pour ainsi dire participer au traitement de plus de blocs possibles, provoquant un raz-de-marée de transactions et de l'injustice. Bref, ce sont des mécanismes qui ont été créés pour empêcher les détenteurs d'arnaquer les validateurs. Ceci dit, c'est un mécanisme de la blockchain et non du validateur lui-même. Donc, pendant le temps de carence ou de gel, aucun des deux parties ne fait de l'argent avec les jetons qui sont en haut. Si les jetons sont gelés, on ne peut rien y faire. Mais dans certaines blockchains, ceux qui font simplement commencer à vous payer que 21 jours plus tard, vous pouvez tout de même dépenser vos jetons et vous serez automatiquement désabonné de la rentabilité. OK, nous avons parlé du Proof of Stake. Est-ce la seule chose qui différencie la blockchain de l'Ethereum avec la blockchain de la Bitcoin? Non, la blockchain de l'Ethereum est la première blockchain qui a commencé à parler de ce qu'on appelle les contrats intelligents. Et c'est ce dont nous discuterons dans la prochaine vidéo, qui portera sur les blockchains à contrats intelligents. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!